Joseph Winter me dit « Que penses-tu des déclarations de Thomas Meunier sur les joueurs binationaux? De plus en plus de joueurs choisissent de représenter le pays de leurs origines plutôt que leur pays de naissance. Ce phénomène prend de l'ampleur, y compris en France. » Il y a deux choses là. D'un côté, tu as une démarche qui peut être personnelle. Tu peux avoir un joueur d'origine algérienne, mais né en France, de parents déjà français, mais qui préfèrent, pour des raisons d'attachement, jouer pour l'Algérie. Et ça se respecte totalement. Et puis, tu as des joueurs qui choisissent des sélections qui sont un petit peu inférieures en termes de niveau pour être international et avoir une chance de faire beaucoup de matchs. C'est faire injure à personne de dire que c'est plus dur d'être international en équipe de France qu'en équipe d'Algérie. Ou du Maroc. J'imagine même pas ce que je vais prendre dans la gueule d'avoir dit ça, mais bon, je le pense sincèrement. Donc voilà, il y a deux solutions. Didier Drogba avait choisi la Côte d'Ivoire parce qu'il pensait qu'il avait aucune chance d'intégrer l'équipe de France. C'est ou une question d'attachement familial, d'attachement à tes racines, et ça se conteste pas. Ou c'est pour des raisons un petit peu plus sportives et un petit peu plus calculatrices, et là, ça se discute un peu plus. Alex Penon me dit « Les contenus de ta chaîne sont de plus en plus diversifiés. Face à Pierrot, les pronos, les dossiers, comme sur l'actu. Parmi toutes ces vidéos, laquelle te procure le plus de plaisir à effectuer dans la semaine? As-tu également des idées de sujets pour tes futurs dossiers du jeudi ?» Oui, le prochain dossier, il sera sur le PSG. Et puis derrière, je pense que j'en ferai un sur ma carrière. Parce que finalement, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Qu'est-ce que j'ai le plus de plaisir à faire? Je pense que c'est Face à Pierrot. Alors déjà, parce que je l'enregistre le matin et je suis plus en forme qu'à 23h après les matchs, où c'est vrai que, et je m'en excuse encore une fois, j'ai parfois un peu les yeux qui tombent. Non, j'aime bien ce rendez-vous. Alors, je vous cache pas que c'est un petit peu fastidieux de lire les 400 questions. Voilà, en général, je fais ça dans mon lit avant de me lever et de retrouver mes titis qui, là, les trois, dorment à point fermé. Mais oui, j'aime bien les pronos, je trouve ça sympa. Et puis bon, elle est comme sur l'actu, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, mais j'aime bien Face à Pierrot. GG Boubouche me dit « Petite question hors football. Lors de votre dernière vidéo sur le bilan des matchs de dimanche, vous avez conclu avec un joli geste de tendresse envers votre chien. Il se trouve que je viens de perdre ma chienne et cela m'a touché. Je voulais savoir si vous avez déjà perdu un de vos chiens et si oui, avez-vous directement repris un autre ?» Oui, j'ai perdu des chiens avec mes parents. Ma mère était amoureuse des boxers, donc on a eu une chienne boxer qui devait être un petit peu croisée pitbull d'ailleurs, et un chien qui était un champion. Il était sublime, il était con comme une pelle, mais il était beau comme un astre et gentil comme un cœur. Avec ma première femme, on a eu des bergers allemands, on en a eu un, Hook, et puis quand il est mort, c'était la déprime à la maison. Ma femme déprimait, mon fils déprimait, donc j'ai été prendre un chien. Je voulais un chien et on est arrivé chez Animalis. Ils venaient de recevoir 2 bergers allemands, un mâle et une femelle. Et on est venu et la femelle nous a fait des fêtes incroyables, alors que le mâle, il était plus dans son coin, mais bon, on voulait pas de femelle, donc on a pris le mâle. Puis 3 jours après, j'ai dit, elle était quand même sympa, la femelle, donc on l'a pris aussi. Donc c'était Dean et Dina. Dean est mort il y a quelques années, Dina est morte plus récemment. Quant aux 3 chiens que j'ai avec Mélissa, pour l'instant, ils sont tous là, bon pied, bon oeil, même s'il y en a 2 qui ont 10 ans et un qui a 8 ans et demi. Cet après-midi, d'ailleurs, j'amène Edison, le dalmatien, chez l'ostéopathe. Voilà.
Voilà, ils sont toute ma vie, je les adore. Et le jour où j'ai tapé Joy parce qu'il aboyait pendant ma vidéo et que le bruit a été amplifié par le micro et que ça a fait un scandale, je l'ai extrêmement mal vécu parce que toute personne qui me connaît sait l'amour incroyable que j'ai pour mes chiens. Pierrick Yep me dit: dans tes vidéos du jeudi, prévois-tu d'en faire une sur ta carrière? Je serais curieux de connaître ton cursus, tes études et ton cheminement jusqu'à la création de ta chaîne YouTube. Oui, écoute, pourquoi pas. Je dis encore une fois, le prochain dossier de Pierrot sera sur le PSG et il sera certainement au moment de la trêve internationale. Et puis oui, j'en ferai probablement un sur ma carrière. Encore une fois, à vous de dire si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous vous en foutez complètement. Alexandre Nadal-Ojo me dit: nouvelle défaite du Stade de Reims à domicile contre Auxerre et qui doit encore jouer d'ici la fin du championnat. Marseille, Nice, Lille, Strasbourg, Lens, Brest. D'ici la fin du championnat, peut-on dire qu'à Reims, en ce moment, c'est silence on coule. Oui, ça va pas fort à Brest, à Reims, et puis en plus le dernier match à Delaune a donné lieu à des conflits entre joueurs, Diouf et Atangana, le public qui s'est retourné contre son équipe, et Caillot, on l'entend pas. Alors, pour faire le barbeau avec les présidents de club, on l'entend, mais au niveau de son club, on l'entend pas. D'autant plus que le timing est pas extraordinaire pour lui, parce qu'il a racheté pratiquement l'intégralité des parts du club. Donc le club, s'il descend en Ligue 2, il va perdre pas mal d'oseille. Encore une fois, je pense que même si c'était probablement très nécessaire au plan financier, vendre Agbadou et Mounetsi à la trêve hivernale était suicidaire sur le plan sportif. C'est curieux parce que j'ai fait 1 an à Reims en tant que dirigeant. J'avoue que bon, c'était il y a 20 ans, hein, donc il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais c'est vrai que j'ai aucun attachement à ce club, il me fait pas rêver, il m'a jamais fait rêver en termes de foot, que ça a toujours été une équipe voilà, défensive et pas super passionnante à voir jouer. Bon, maintenant, ça c'est pas en soi, c'est pas le problème, mais je pense que effectivement le calendrier est très difficile pour Reims. Alors on sait aussi que c'est parfois quand le calendrier semble impossible que les équipes se révèlent et prennent des points. Mais bon, là le match contre Auxerre était d'un niveau dramatique. Pierrick Liep me dit: nous savons que tu étais à la Beaujoire hier, surtout pour voir ton équipe de Strasbourg. Ayant été dans des stades durant toute ta carrière, ressens-tu toujours le plaisir particulier d'être présent au stade où cela ne te fait ni chaud ni froid? Alors hier, ça m'a fait froid parce que ça faisait 6 jours qu'il faisait hyper beau à la Baule et j'ai voulu faire le jeune homme et je suis allé avec un petit sweat, une petite veste et je me suis caillé les meules pendant tout le match puisque j'ai même failli rester dans la loge centrale pour regarder la deuxième mi-temps, mais bon, comme je voyais pas tout le terrain, je suis retourné à ma place. En plus, c'était serré pour mes genoux. C'est vrai que tant que j'ai pas été opéré de mon genou, c'est compliqué pour moi d'aller au stade. J'adorerais retourner à la Méno avant la fin de la saison, mais bon, à la Méno, le stade est en travaux, il y a énormément de distance à faire à pied, il y a beaucoup d'escaliers. Ça m'a peut-être un petit peu passé d'aller au stade. Je suis peut-être un petit peu plus en distance de ça. Et puis, comme je vous l'ai dit dans une autre question tout à l'heure, c'est vrai que la constitution de ma chaîne fait que pour voir un maximum de matchs, je dois rester chez moi et parfois même regarder plusieurs matchs en même temps, comme il y a les matchs de 17h ou des matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà, j'aime bien aller au stade, mais j'aime bien être chez moi aussi. Martin Eric me dit: la campagne anti-Donnarumma me gêne car pour gagner un match, il faut déjà marquer. Voilà le nœud de l'affaire, me semble-t-il, car j'ai trouvé Donnarumma s'améliorant au jeu au pied et au niveau de la relance. Qu'en penses-tu? Oui, c'est amélioré au niveau du jeu au pied et de la relance, c'est indéniable.
Ce qui est aussi indéniable, c'est que il doit faire beaucoup mieux sur le but d'Elliott. La frappe, elle est pas loin de lui, qu'il a pas la main, il a pas la main solide. Et c'est décevant. C'est décevant parce que c'est dans ces moments-là que on attend qu'un gardien fasse la différence. Il faut reconnaître que autant ça lui arrive assez régulièrement de faire des très grands matchs en Ligue 1, autant en Ligue des Champions, il y a une sorte de plafond de verre pour lui qui fait qu'il a du mal à franchir ce cap et qu'au bout d'un moment, ça commence à être un petit peu problématique pour lui et pour le PSG. Guillaume Fouché me dit « On critique la Coupe du Monde des clubs, mais en cette saison sans compétition estivale, on sera tous devant notre TV et pour la première fois, on pourra comparer les équipes européennes avec les sud-américaines notamment. En plus, le vainqueur peut rafler 100 millions d'euros, est-ce négligeable ?» Ah non, sans patate, c'est pas négligeable. C'est quand même assez étonnant que cette compétition s'annonce, parce que finalement, elle est là, elle est dans 3 mois. Et personne n'en parle, on a l'impression que c'est un truc dont tout le monde se fout un peu. C'est-à-dire s'il n'y avait pas la bande-annonce sur DAZN, moi j'en entendrais jamais parler. Donc je suis pas persuadé que tous les clubs vont jouer le jeu. C'est-à-dire, je suis pas persuadé que tous les clubs vont envoyer la grosse équipe, ce qui serait évidemment dramatique pour cette compétition. Après, effectivement, bien sûr que je la suivrai pour vous et que je vous ferai des débriefs sur les matchs du PSG et peut-être d'autres s'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Jean-Philippe Sudre me dit « On a perdu Antoine Dupont ce week-end, mais on a sorti un grand match en Irlande. Penses-tu que l'équipe de France va s'en relever quand ton meilleur joueur est out pour plusieurs mois avec le même genou qu'il y a 7 ans, donc fragilité ?» Alors je suis pas assez compétent en rugby pour juger si la charge de l'Irlandais était préméditée ou pas. J'avoue que je n'en sais absolument rien et que voilà, j'ai pas d'avis. C'est sûr que c'est grave pour l'équipe de France, pour Toulouse et pour Antoine. Maintenant, Lucu est rentré, a fait un très bon match. On a d'autres très bons demi de mêlée. Ça va peut-être un petit peu répartir différemment les plans de relance de la France. Peut-être que Ntamak va avoir un petit peu plus de responsabilité sur le plan offensif. Voilà, je pense effectivement que l'équipe de France a de bonnes chances de battre l'Écosse au Stade de France et de remporter le tournoi, ce qui serait quand même une belle performance, puisque même s'il n'y a pas de grand chelem, c'était quand même un tournoi où il fallait aller en Angleterre et en Irlande. On a marqué au fer rouge les Irlandais sur ce match, et voilà, voilà. Maintenant, Dupont, il va se soigner, et on espère qu'il reviendra, qu'il sera là en novembre prochain, comme Fonseca, qui n'a aucun rapport.